Bonjour à tous et merci d'être présents. Et merci aussi à Format, à toute l'équipe, à l'équipe DA de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Hugues François, donc je suis designer graphique indépendant, donc spécialisé dans le domaine culturel. Donc, je travaille principalement avec de l'outil imprimé. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc un projet qui s'appelle donc Un siècle de photographie en Alsace, donc qui est un ouvrage que j'ai eu le plaisir de réaliser en 2021. Donc j'ai ramené quelques exemplaires, donc je vais pouvoir les faire passer pour qu'on ait un petit peu un toucher, que vous puissiez voir un petit peu, qu'on puisse faire circuler un petit peu tout ça. C'est toujours un peu dommage de parler d'édition sans pouvoir toucher le papier et sentir un petit peu les choses. Donc ce projet qui a été initié par Mediapop Édition, donc qui est une maison d'édition mulhousienne gérée par Philippe Choyer, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis déjà quelques années. Donc il m'a proposé ce projet qui a été amené par un collectionneur qui s'appelle Christian Kempf, donc qui a une grosse collection de photographies. Donc un ancien photographe donc qui collectionne vraiment de la photo et qui s'est axé sur, entre guillemets, un siècle, donc là en l'occurrence de 1839 à 1939, sur de la photo alsacienne. Donc vraiment un boulot d'historien. Et Philippe Lutz, qui est un auteur, photographe également, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont pas mal d'ouvrages qui ont été édités par Mediapop. Donc c'est un peu ce couple de deux auteurs, deux photographes historiens, qui ont initié un petit peu dans leur coin ce petit projet, qu'ils l'ont présenté à Philippe. Et donc l'idée, c'était un peu de faire quelque chose de cette collection de Christian Kempf, en fait, de pouvoir diffuser ces images. Et surtout, il n'y avait pas d'ouvrage qui avait été consacré à la photo alsacienne, en tout cas de la création de la photo. Donc ça, c'était un petit peu un aperçu de la collection, une sorte de frise chronologique de la collection de Christian Kempf. Donc c'est pour voir un petit peu le type d'iconographie qu'on va rencontrer dans l'ouvrage. Donc on voit qu'on commence directement avec de la photo, là si vous voyez en haut à gauche, la photo de cathédrale de Strasbourg. Donc on est là tout de suite dès 1839, donc on peut se rendre compte qu'en Alsace, dès la création de la photo, donc pour rappel, 1839 c'est un peu la date officielle de la création de la photo, même s'il y a déjà eu par Nicéphore d'autres tests photos, c'est la création de la photo par Louis Daguerre. Donc dès le début, il y a de la photo en Alsace, donc ça c'est hyper intéressant. Et on voit que il y a tout type d'iconographie. Il y a du document, du portrait un petit peu plus classique, de la nature morte, des choses un petit peu plus figées qu'on rencontre souvent dans la photographie assez ancienne. Et après, on évolue vers des portraits ou un travail un petit peu plus d'artiste. On passe par la photographie en couleur, le nu, le reportage, la photographie humaniste. Voilà, on va brasser un petit peu tout type de pratiques photo, que ce soit de l'amateurisme ou de l'amateurisme éclairé, des pros, des scientifiques. Il y a plein de gens qui ont utilisé le médium photo à cette période. Donc je vais vous faire passer, si quelqu'un peut venir juste récupérer. Hop. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, à feuilleter, à vous disperser en regardant les ouvrages et à le faire passer par la suite. Donc lors de nos premières réunions avec Christian Kempf, Philippe Choyer et Philippe Lutz, on a bossé au début vraiment de manière collégiale pour savoir qu'est-ce qu'il voulait en tout cas en tant qu'auteur, qu'est-ce que lui, Philippe Choyer en tout cas en tant qu'éditeur, avait envie de faire. Et c'est ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y avait vraiment une discussion qui était commune. Donc en fait, j'étais entre guillemets assez libre, ce qui n'est pas toujours le cas quand on bosse avec un éditeur. Il y a des éditeurs qui sont très très dirigistes, qui savent vraiment ce qu'ils veulent. Et là, il y avait vraiment plein de choses, tout à établir en fait. On ne savait pas trop où on allait. Ce qu'on savait, c'est qu'on avait envie de faire un ouvrage, ce qu'on appelle plus ou moins un beau livre, donc quelque chose qui donne vraiment la part belle à l'image. Donc on a le temps, on prend le temps de mettre les choses, de mettre toutes les choses en place.
Et puis, voilà, il y avait cette question qu'il n'y avait jamais eu d'ouvrage sur la photo en Alsace de fait comme ça, donc on n'avait pas de référent. On avait d'autres références sur des livres de photos, évidemment, sur lesquels on s'est inspiré. La première chose qu'on a commencé à mettre en place, c'est le format. Donc on est parti sur un rapport 4:5, donc un format 20-25, donc qui est relativement petit, vous le verrez. Hein. Enfin, c'est un truc qui est assez facile à prendre en main. Souvent, quand on est sur le livre, ce qu'on appelle le beau livre, on est vraiment sur des formats assez grands, assez volumineux, qu'on doit poser sur une table, tellement c'est sacré, tellement c'est lourd. Là, on voulait quelque chose de plus intimiste. Pour rien vous cacher aussi, c'est aussi quelque chose un souci budgétaire. Plus le livre est grand, plus on consomme de papier, plus ça va nous coûter cher. Et là, tout de suite, on se dit ouais, mais ce serait bien d'avoir quand même quelque chose de pas trop gros non plus, même si ça le rend un petit peu mignon. Donc, on s'est arrêté sur ce format 20-25. Et puis en plus, ça faisait un petit peu le bon ratio par rapport à tous les formats d'images qui puissent exister, parce qu'entre les daguerréotypes, voilà, les collodions, le 24-36, il y a plein de formats de photos possibles, donc on ne pouvait pas avoir un format vraiment arrêté. Ce qui nous semblait important aussi dès le début, c'est d'avoir une reliure cousue. Donc nous, on ne voulait pas, voilà, pour nous, un livre, voilà, ça doit avoir une reliure cousue, on ne pas rester sur un dos carré collé, même si évidemment ça nous aurait coûté moins cher, on n'aurait pas eu le même objet, et puis pas la même solidité, pas la même résistance et pas la même élégance en tout cas. Pour le façonnage, pareil, quelque chose qu'on voulait vraiment tous, c'était avoir une reliure en cartonné, vraiment quelque chose, encore une fois, pas un dos carré collé, vraiment une couverture en carton, donc avec du papier rembordé pour avoir quelque chose de solide en fait. Ça nous paraissait un peu improbable de parler d'un siècle de photos et faire un livre en dos carré collé qui aurait pu durer quelques mois, quelques années et puis se déchirer parce que c'est pas fait forcément toujours pour durer ce genre de reliure. Donc ça, c'était un peu les éléments sur lesquels on voulait pas lâcher, quoi. Donc là, on a un petit peu des exemples de références graphiques. Donc, au final, on peut voir qu'on est sur des choses qui sont assez classiques. Donc ça a été amené aussi un petit peu par les auteurs. Et moi, j'adhérais aussi un petit peu à ce principe-là, justement, de freiner un petit peu les envies graphiques, de ne pas être trop expérimental, même s'il ne faut pas trop se freiner, c'est un peu dommage, mais essayer d'avoir un graphisme qui puisse durer dans le temps. Voilà. Toujours pour faire écho à ce côté un siècle de photos. Nous, on avait envie que le graphisme, dans 50 ans, pourquoi pas, il puisse continuer à exister et qu'il ne soit pas daté, entre guillemets, quoi. Donc, une fois qu'on avait calé un petit peu tous ces choix de façonnage dans les grandes lignes, hein, après, il reste encore plein d'éléments à mettre en place. C'est pas toujours le cas, mais là, pour ce dossier-là, les choix typographiques, en l'occurrence, sont arrivés assez facilement. Ça s'est imposé un peu de manière évidente pour moi en tout cas, et ça a été reçu par l'éditeur et par les auteurs de manière très, très bienveillante. Il n'y a pas eu de retour particulier, ils étaient complètement d'accord. Donc mes choix se sont arrêtés sur deux typographies. Donc la première, la famille Louise. Donc ça, c'est que des typos qui sont édités par la Fonderie 205. Donc, qu'on a la chance d'avoir à travers les éditions 205 au salon juste à côté. Donc je vous invite à aller voir le boulot d'édition et aussi leur boulot de typographie qui est vraiment super. Donc moi, ce qui m'a intéressé avec cette fonderie Louise, enfin cette typo Louise, pardon, c'est que c'est son côté super famille. Déjà, on voit qu'il y a une version régulière et une version display, ce qui allait pouvoir me permettre de faire et le texte courant, le texte de labeur et le titrage. Et puis, en fait, dans sa forme, bon, évidemment, elle est très lisible, mais une espèce de connotation un peu historique comme ça, qui est un peu un côté assez élégant, et surtout une référence à la typographie lapidaire, donc gravée dans la pierre, où les majuscules, les capitales sont très grandes, comme ça, il y a un côté très, très solennel. Encore plus dans la version display, qui a un côté un petit peu géométrique, quoi, les angles un peu acérés, comme ça, encore référence à la typographie lapidaire. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et voilà, truc assez perso, j'aime beaucoup l'italique aussi, qui est très, très marqué et très, très, très visible. Et à ça, je suis venu associer une autre typographie de chez 205, la Max Mono. Donc là, qui vient apporter vraiment un contraste formel et un contraste historique. Donc là, une typographie monochasse,
Donc voilà, très géométrique, un côté très utilitaire comme ça, mais qui vient justement squeezer le côté historique et lapidaire de la Louise. Donc celle-là, elle a été utilisée pour les légendes, pour la pagination, pour ce genre de petits éléments. Donc voilà, elle apporte vraiment ce contraste que j'aimais bien. Donc là, un petit peu une vue de ce que ça donne en mise en page. On peut retrouver la Louise régular, donc pour le titrage et pour le texte. Donc ouais, je précise régular parce que j'ai utilisé qu'une graisse, à part pour le titrage du livre où je suis parti en display avec une graisse médium. Mais autrement, on reste vraiment sur une graisse. Et puis pour ce qui est rubricage et légende, la Max Mono. Sur cette page, on voit un petit peu la préparation, en tout cas de la réflexion pour la couverture. Parce que très vite, ça s'est imposé. En tout cas, moi, quand je bosse sur un projet, j'aime bien penser assez rapidement à la couverture, même si on ne peut pas la décider tout de suite. On est obligé de travailler au long cours. Enfin, on ne peut pas faire la couverture et après le suite de l'ouvrage, ça n'aurait pas de sens. Et tout de suite, on s'est posé la question de se dire, OK, mais un siècle de photographie en Alsace, mais vers où on va? À qui s'adresse ce livre? Est-ce que le fait de côté Alsace, est-ce qu'on va être cantonné à cette région, à des passionnés, à des gens qui vont acheter des livres sur l'Alsace, sur des Alsatiques? Voilà. Est-ce qu'il fallait aller comme à gauche sur le stéréotype de l'Alsace avec la coiffe, la bretzel, la cathédrale? Ce qui en soi aurait eu un sens parce que au final, c'est ce qui fait un petit peu le caractère de l'Alsace, c'est ce qui fait qu'on l'aime et que à l'étranger ou dans d'autres régions, ils trouvent ça hyper charmant, qu'il y a qu'il y a un folklore qui est hyper intéressant et hyper fourni. Mais on s'est dit, OK, est-ce que c'est pas un peu attendu quand on voit cette image qui est très connotée historiquement de par cette ovale, cette pose très maniérée. On sent qu'elle a dû poser pendant 10 secondes parce que les temps de pause sont à rallonge. Voilà, c'est très maniéré et très connoté historiquement. Mais en tout cas, ça a son charme. À droite, c'était un petit peu le choix beaucoup plus récent. Là, on est dans les années 30 ou 40, 43, je crois. Donc là, Alice Baumer, c'est une photo beaucoup plus contemporaine. Donc déjà, il n'y a pas de regard caméra, il y a 2 enfants, on voit que c'est composé, mais en même temps, on voit bien que les lignes avec les petits bouts de tronc d'arbre sur lesquels ils sont assis, tout est très composé, mais en même temps, il y a quelque chose de très actuel aussi. Ça pourrait presque une photo un peu contemporaine qui singe un petit peu un côté historique. Voit vraiment qu'à 60 ans d'écart, ces 2 photos racontent vraiment pas du tout la même chose. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer, pour vous montrer comment on pouvait se poser toutes ces questions, pour se dire qu'est-ce qu'on raconte maintenant sur la couverture. Donc assez vite, j'ai proposé des couvertures, en tout cas des mises en page, donc sur la base d'un livre cousu, cartonnier rembordé, l'envie aussi de travailler aussi sur un toilage. Donc, on rappelle vraiment un papier toilé qui peut être vraiment de différentes couleurs, différentes textures, qui vient être appliqué et contre-collé sur le carton, donc qui donne vraiment un aspect très élégant et très résistant aussi. Après, le problème, c'est qu'on ne peut pas imprimer sur ce genre de support, donc on est obligé de contre-coller une image. Mais voilà, ça rajoute un petit peu des choses. Et pour l'impression, on est obligé d'utiliser des marquages à chaud. Donc voilà, que des techniques qui nécessitent des coûts supplémentaires. Mais en tout cas, c'était l'envie première de se dire, allez, ne se freinons pas, on essaye d'aller là-dessus. Sur la composition en elle-même typo, j'ai essayé de travailler par contraste de forme, donc vraiment de laisser de la place à l'image. Le but n'était pas d'avoir une image en plein format, mais justement de la laisser respirer, d'avoir ces codes un petit peu qu'on retrouve souvent dans l'édition. Donc là, pour la première, avec les 2 enfants là, d'Alice Baumer, on voit bien qu'il y a un décadrage comme ça, avec un espace blanc qui est très marqué, où on coupe un petit peu le titre en 2. On vient justement extraire ces dates pour les mettre en dessous de l'image. Donc voilà, ce parti de découper un peu les formes. Finalement, cette version n'a pas été retenue déjà parce que l'image sortait aussi du cadre, elle date de 43. Bon, souvent, quand on fait un livre qui regroupe des dates, on a tendance à déborder un peu, donc ça ne marchait pas.
Pour la version de droite, ça apportait quelque chose de beaucoup plus historique. Là, on voit qu'on retombe tout de suite dans quelque chose de très classique, hein. On se demande quand est-ce qu'il a été édité, ce livre, hein. Voilà, il pourrait être des années 30, par exemple. Voilà, avec une des premières photos de la cathédrale, donc très classique, Alsace, quoi. La version qui est en dessous, il y a quelque chose de beaucoup plus contemporain. Déjà dans la construction de l'image. Enfin, déjà, cette femme très maniérée qui pose comme ça, moi, ça me rappelle un petit peu la photo de Man Ray. Je ne sais pas si vous voyez, noir et blanc, où une femme pose avec un masque africain. Donc, il y a ce côté, et ça date un peu des mêmes années, quoi. Donc l'influence, voilà, de Man Ray et de la nouvelle vision et tout ce genre de choses. Donc, voilà, quelque chose d'un petit peu plus audacieux. Dans la suite des recherches, on s'est aussi assez vite rendu compte, parce qu'en parallèle de ça, on discute avec des imprimeurs, on fait des premiers devis, on se rend compte que le toilage, on n'y arrivera jamais, que ça va nous coûter beaucoup trop cher, que c'est pas possible, le marquage à chaud, ça rajoute beaucoup de choses. Donc on est allé vers quelque chose de plus simple, entre guillemets, c'est-à-dire une impression, pas forcément sur de la toile, mais sur simplement du papier. Donc voilà, une impression en quadri, qui permet d'imprimer la photo et le texte. Donc pareil, sur des compositions de décentrage, en laissant place vraiment au vide, du coup à l'espace, à la couleur, en décentrant un petit peu les images. Donc là pareil, on essaye de mêler un petit peu de la photo alsacienne et de la photo plus contemporaine. Et donc par la suite, ce qui a été un petit peu décidé, c'est qu'on a recentré sur une image, donc en l'occurrence cette image de Robert Laufer qui date de 1937, qui nous paraissait à tous, encore une fois de manière assez collégiale, collée au sujet. Déjà, on a quelque chose d'hyper contemporain. On a un regard caméra, ok, mais on a un cadrage qui est en contre-plongée, comme ça, on a quelque chose de moins connoté révolution industrielle, quoi. On a quelque chose d'assez contemporain dans le format. Et aussi, on sort un petit peu du sujet. Voilà, on n'est pas sur l'aristocratie ou la noblesse mulhousienne de l'époque qui se fait tirer le portrait. Là, en l'occurrence, c'est une photo un peu plus humaniste. Voilà, c'est deux tziganes. Voilà, une photographie un peu plus humaniste. Et voilà, ça nous semblait intéressant d'avoir ces deux personnages qui nous regardent. Donc voilà, de là, toujours des recherches de calage de typo, hein, justement de calage et de décalage. Donc là, sur les deux versions-là, soit on partait en quadri, toute simple, hein, pour pouvoir garder la teinte de l'image qui n'est pas complètement noir et blanc, ou partir dans une version un petit peu plus audacieuse, en tout cas pour les auteurs. Donc une version bichromie avec l'image en produit. Et donc finalement, ce qui a été retenu, c'est cette version, donc qui a été un petit peu assagie. Hein, on voit que les contrastes et les vides un petit peu ont été un petit peu atténués. Donc voilà, c'est un petit peu le consensus fait entre les auteurs, l'éditeur. Voilà, c'est bien, tout est décalage, Hugues, mais parfois il faut peut-être retrouver un petit peu quelque chose d'un petit peu plus calé. Donc ce qui a été fait pour cette couverture, donc toujours le même format, une reliure cousue. Là, je vous ai amené aussi un petit peu ce que ça me paraissait intéressant, parce que c'était un peu les problèmes qu'on a eu rapidement. C'est les devis imprimeurs pour vous montrer un petit peu ce que ça peut coûter. Donc voilà, avec Mediapop, hein, c'est une petite maison d'édition, donc on ne pouvait pas faire plus de 1000 exemplaires. Donc là, voilà, vous le voyez, le prix pour 1000 exemplaires, on est quasiment à 15 € de l'exemplaire. Donc surtout que, pour rappel, c'était en pleine crise du papier. Donc c'était les montagnes russes. Évidemment, on aurait bien aimé travailler avec un papier, un Munken ou un Olin ou ce genre de choses. Mais voilà, on a dû travailler avec un papier un petit peu moins haut de gamme, mais qui marche très bien au final. Donc qui est le Coral Book, donc un papier offset. Ça nous paraissait évident qu'on n'allait pas travailler avec un papier couché, même si on aurait eu un meilleur rendu de photo. On avait envie d'avoir un objet, un toucher de papier qui était vraiment agréable. Pareil pour la couverture, vous pouvez le voir sur les exemplaires. Là, on voit l'imprimeur c'est un peu les défauts des imprimeurs des fois. Là, on voit tout de suite sur la couverture, coucher moderne demi-mat, pelliculage polypro, mat anti-rayure. Tout de suite, on s'est dit, ouais, c'est cool, super, on peut pas faire de traces dessus, mais ça enlève du charme. Enfin, nous, on s'est dit, mais c'est pas grave, on prend un 9.7, c'est pas grave s'il y a des traces, si on met son verre dessus, tant pis, le livre, c'est fait pour vivre aussi. On n'a pas besoin de toujours le protéger.
Donc on a réussi à garder et à se battre pour avoir ce côté offset en couverture. Donc ça, je suis assez content pour ça. Donc voilà un peu pour l'impression. Pour l'intérieur de l'ouvrage, donc il a été composé en plusieurs parties. Il y a quatre grandes parties qui sont après subdivisées. Là, on voit encore mon envie d'espace, de laisser un peu place à la respiration. Pour la maquette en elle-même, j'ai voulu travailler sur une mise en page, en tout cas en symétrie, une composition en symétrie. Là, on voit, c'est la première partie du sous-chapitre, les premiers daguerréotypes en Alsace, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, les premières photos qu'on a pu voir. Donc à chaque fois, on a cette composition en symétrie. Là, on peut voir une des premières photos portrait comme ça, où il porte cette petite horloge à l'oreille. Donc pour l'anecdote, c'est juste pour montrer qu'il y a un peu une progression au niveau optique. En fait, ils ont pu réduire un petit peu les temps de pause à l'époque. Donc c'est une photo qui est assez importante parce qu'on voit les deux aiguilles, donc celle des minutes en l'occurrence. Donc pour rappel, les daguerréotypes au tout début, ceux de daguerre, il fallait poser pendant plus d'une dizaine de minutes. Donc voilà, d'où les poses figées, pas de sourire, rien, tout raide. Et là, du coup, on voit les minutes. Donc on se doute que le temps de pause, si on voit l'aiguille de la minute, est de moins d'une minute. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote intéressante de cette image. Pour la composition, toujours pareil, ça répond un petit peu à ce qui a été fait pour la couverture, toujours un côté un peu décalé comme ça, avec des espaces blancs très marqués. Donc pareil pour ce genre de composition qui n'a pas toujours été facile à faire accepter aux auteurs de laisser autant d'espace blanc, parce que là on pourrait se dire mais c'est dommage vu qu'il y a encore la place pour mettre encore deux, trois images. Ouais, des fois il faut essayer de freiner, c'est pas toujours facile, hein. Des fois c'est de la lutte, beaucoup d'échanges de mails, mais faut essayer de résister à ce genre de choses. N'ayez pas peur de l'espace vide et du blanc, ça fait partie de la composition. Donc là, on voit aussi ce qui est intéressant dans ce genre d'image, c'est que là, l'image en ogive qui se mêle aussi à gauche à l'image rectangulaire, ça donne des compositions qui sont vraiment agréables à mettre en page. Pareil pour ce genre de compo, moi, il me semblait hyper important, là, en l'occurrence, pour ces deux portraits, toujours hyper figés daguerréotypes, c'est des photos qui font 6 à 8 cm. Donc en plus, ça a du sens de reproduire l'image telle qu'elle est en vrai, de ne pas mentir. C'est aussi pour ça que le livre n'est pas très gros, parce que en gros, au début du 19e, fin 19e, les images ne sont pas très grandes. Donc ça ne sert à rien de les suragrandir et de tricher. Donc là, toujours pareil, encore, je vous montre un petit peu le reste des compositions. On voit la suite des sous-chapitres. Là, toute une partie sur la photographie de guerre qui était assez compliquée à mettre en place à l'époque. Ensuite, d'autres images. Il y a pas mal d'images aussi qui sont un petit peu plus contemporaines. Hein. Ce genre d'image, on ne s'attend pas qu'une image comme ça date des années 20. Donc là, pareil, il y a certaines images, mais assez peu, où j'ai réussi à laisser de la page blanche à côté. Vous verrez si vous pouvez feuilleter un peu l'ouvrage. Ça a été compliqué de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une page blanche juste oui, mais on a cette image à caler. Est-ce qu'on ne pourrait pas la caler comme ça? C'était assez... parfois une bataille gentille, mais quand même une bataille pour ça, parce qu'il fallait tenir aussi un format, parce que là, on est quand même sur un ouvrage qui fait 350 pages. Donc le but, c'était pas d'exploser le cahier. On est à 352 pages, donc ce qui nous fait à peu près une vingtaine de cahiers de 16. Donc ça fait quand même beaucoup, et c'est pas toujours facile de respecter ça et de pas exploser en disant ouais, mais ce serait bien de faire ça, et rajouter un cahier, c'est tout de suite quelques centaines d'euros, voire des fois quelques milliers d'euros en plus sur la facture, et la possibilité que le projet ne se fasse pas parce qu'il n'est pas réalisable, et ce qui ne serait l'intérêt de personne. Donc tout ça pour finir aussi un peu avec dans ces images avec une photo un petit peu plus contemporaine, où on voit un petit peu qu'en Alsace, il y a eu de la photo aussi un petit peu plus artistique. On sort un petit peu de la photographie de pro et de portrait
d'aristocrate. Voilà, on commence à avoir avec Jacqueline Rowe qui fait vraiment de la photo. C'est elle qui faisait justement l'influence un peu à Man Ray, donc vraiment un boulot d'artiste. Voilà, et une des premières femmes alsaciennes à faire de la photo et en tout cas à être diffusée. Donc voilà, et là on voit un petit peu la fin de l'ouvrage avec le dos. Voilà, pour finir. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques ou pas. Merci beaucoup. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. La seule chose, c'est qu'il faut s'avancer un peu et se mettre devant tout le monde. Tu veux bien s'avancer pour choper le mic. Merci. Déjà, bravo. Quels ont été vos arguments pour justement laisser une page blanche dans le livre? Une page blanche entière, sans texte, sans photo, par exemple? Tout simplement essayer de dire qu'il faut de la respiration, de la même manière que quand on parle, que quand on fait de la musique, voilà, il y a des temps de pause et il faut essayer de les avoir. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à apporter, hein, mais quand on feuillette un livre, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai montré aussi d'autres bouquins, dire voilà, vous voyez qu'il y a des temps de pause et c'est pas grave, ça passe très vite. Quand on feuillette un livre, la page blanche, en fait, on a l'impression que c'est tout un cinéma quand on la monte comme ça en PDF, parce qu'elle apparaît énorme, mais avec la pliure, elle disparaît pendant le feuilletage, quoi. Donc elle arrive vraiment comme un temps mort. Mais c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas toujours facile à amener, hein, le temps de pause, le blanc. C'est du vide, mais en même temps, ça fait partie de la composition. C'est comme en typographie, il y a de la contreforme, il faut essayer de... Voilà. C'est un peu de tout, ouais. C'est pas toujours facile à apporter, quoi. C'est une très bonne question. Super. D'autres questions? Bon, il ne va pas partir, hein, il sera encore là sur le salon, mais... Merci. Merci. Oui, j'ai ramené quelques exemplaires du livre si vous voulez encore en consulter ou même si vous voulez en acheter. Mediapop m'a fourni quelques ouvrages encore sous blister, donc n'hésitez pas. De toute façon, je suis encore là quelques minutes, donc je ne vais pas m'envoler. Oui, tu avais une question ? Pourquoi vous avez choisi cette image et pourquoi pas d'autres ? Celle de la couverture, tu veux dire ? C'est celle qui nous semblait être déjà la plus contemporaine et celle qui était moins dans le côté stéréotype Alsace. Et puis je sais pas, des fois c'est vrai que ça s'explique pas toujours. C'est des fois il y a des choix où on peut dire, on a le droit aussi de dire mais parce qu'on l'aime bien. Oui, aussi, il n'y a pas toujours une question. Et là, il y a un peu de ça aussi. Parce qu'elles nous regardent, elles ont l'air... Et moi, dans mon cas, c'est aussi parce que ça ne représentait pas des personnages qui étaient, encore une fois, des bourgeois de Mulhouse qui avaient l'argent pour avoir accès à la photo, avoir des appareils photo. Voilà. Ça me plaisait bien aussi, cette idée-là. Merci. De rien. Merci. Quelqu'un d'autre ? Je t'en prie, si tu arrives à t'approcher ou je me rapproche de toi. Oui, bonjour. Est-ce que ce sont principalement des photos d'archives ou vous avez fait appel aussi à des particuliers ? Je crois qu'il y a peut-être, à la fin du livre, il y a quelques collections particulières, mais l'essentiel, 80% de la collection, c'est vraiment le photographe Christian Kempf qui fait un boulot de collectionneur. Après, il y a évidemment des archives de la ville de Mulhouse, il y a des photos que vous pouvez retrouver au MAMS à Strasbourg, que vous pouvez retrouver aux archives de Strasbourg, aux archives départementales du Bas-Rhin. Donc voilà, il y a des institutions publiques, il y a quelques privés, mais c'est assez rare. En tout cas, c'est assez rare quand même. D'accord, merci.